Bonjour à tous, alors je voudrais tout d'abord m'excuser pour cette très longue absence pour laquelle je n'ai strictement aucune excuse. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais bon, voilà, je suis de retour sur YouTube car j'ai vu que beaucoup de commentaires trouvaient que mes vidéos étaient à leur goût, on va dire. Et ça m'a fait plaisir et je me suis dit, bon, les vidéos, c'est vrai qu'au final, je les fais pas juste pour moi, je les fais aussi pour les autres. Donc, il faudrait peut-être que je me bouge un petit peu. Voilà. Donc, étant donné tout le temps qui s'est écoulé depuis la dernière vidéo, celle-ci va être quelque peu spéciale vu que je ne vais pas la dédier entièrement à la vidéo critique que j'avais promis, vu que j'ai fait vraiment beaucoup de lectures depuis le temps et que si je devais faire une vidéo critique pour chaque lecture que j'ai fait, on s'en sortirait pas. Donc, voilà comment je vais procéder. Je vais faire la vidéo critique que j'avais promis, elle sera abrégée. Hélas, je suis désolée. Et sinon, j'ai eu l'idée de présenter très très brièvement, je tiens à le préciser, tous les livres que j'ai lus depuis le temps, en, en présentant de quoi ils traitent, le thème principal, ce qui peut être, comment dire, intéressant à savoir sur les ouvrages en question et qui peuvent éventuellement donner l'envie de les lire. Voilà. Donc, on va pas tergiverser trop longtemps. On va commencer tout de suite. Donc, la vidéo critique sur l'œuvre russe que je vous avais promis est une vidéo sur l'idiot de Dostoïevski. Alors, l'idiot de Dostoïevski est donc une œuvre russe. Voici l'ouvrage, donc un très gros livre comme vous pouvez le voir. C'est une œuvre russe du 19e siècle qui parle en fait de l'histoire du prince Mushkin qui arrive à Saint-Pétersbourg et qui est défini comme étant idiot parce qu'il est incapable d'agir, de prendre des décisions ou d'avoir de lourdes responsabilités. Il est en fait infiniment bon et quelque peu naïf, comme on peut le voir dans l'œuvre, si jamais vous la lisez. Donc le prince Mishkin arrive en fait dans un monde cupide, que son regard naïf, comme je l'ai dit, éclaire en fait. Et il tente d'extraire le bon en chacun, en chaque personnage qu'on rencontre au fil du roman. Et il y en a beaucoup, je crois qu'il y a une présentation, voilà. Il y a le tableau des principaux personnages de l'idiot ici. Donc on peut voir le prince Léon Nikolaïevitch Myshkin, Nastasia Filipovna Barashkova. Enfin, il y en a vraiment beaucoup, voilà. C'est une longue liste. Ils ont des noms à rallonge aussi, mais je pense que ceux qui ont déjà lu de la littérature russe le savent. Donc c'est un petit peu compliqué au début pour bien mettre en place chaque personnage, pour savoir qui est qui est la fille de qui est l'ami de qui est le père de qui. Honnêtement, on est perdu. En tout cas, moi, j'ai été perdue, mais pendant toute l'œuvre, hein. Pas juste au début, évidemment, les personnages principaux, on retient leur nom, c'est normal, mais pour tout ce qui est personnages secondaires, ou alors les personnages qui vont venir interrompre l'action quelque temps puis disparaître, puis revenir peut-être au fil du récit, franchement, moi en tout cas j'ai eu beaucoup de mal, surtout qu'entre les hitch et les off, je trouve que ça se ressemblait beaucoup au niveau des noms de famille, et ils sont souvent désignés par leur nom de famille, donc j'avais du mal à me repérer au niveau des personnages. Donc voilà. Donc, comme je l'ai dit, le prince Mushkin arrive dans un monde cupide qu'il tente d'éclairer par son regard et d'extraire le bon en chaque personnage. Mais, comme on va le voir, en fait, le mal est trop ancré en chacun d'eux et cette initiative, en tout cas telle que je l'ai perçue, va se solder par un échec. Et donc là, je pense qu'il pourrait être utile de vous lire la quatrième de couverture qui, je trouve, est très éclairante. Donc voilà ce qu'elle dit. Dostoïevski voulait représenter l'homme positivement bon. Mais que peut-il face aux vices de la société et face à la passion? Voilà, donc je trouve que c'est très bien définir le personnage qu'est le prince Mishkin en tout cas. Donc en plus d'être une œuvre très intéressante sur ce plan, L'idiot de Dostoïevski est un manifeste politique et une critique de l'actualité politique de son pays et de sa tendance à l'athéisme qu'il critique dans le livre. Voilà. Donc,
Comme le dit la 4e de couverture une fois de plus, le prince Myshkin est en fait l'homme tendu vers le bien, mais harcelé par le mal. Et en fait, le mal est dans chacun des membres, dans chacune des parcelles de la société dans laquelle il arrive, et qui est, si je puis me permettre le terme, complètement indécrottable au final. Elle est ancrée profondément, et elle ne sortira pas, quoi qu'il puisse vouloir faire. Et on peut voir aussi que chacun des personnages est en recherche permanente d'une évolution et d'une élévation sociale, ce qui fait qu'ils sont sans arrêt dans la convoitise, dans la recherche de quelque chose de mieux que ce qu'ils ont déjà. Et cela rend les personnages totalement viciés et, comment dirais-je, intéressés. Voilà. Et donc, le prince Myshkin est en fait radicalement différent. Et il recherche simplement à être agréable et à ne déplaire à personne. Il veut aimer et il veut être apprécié en retour. Cela le met donc, dans un univers aussi féroce, dans une position d'infériorité. Et il y a ainsi une démonstration très claire, j'ai envie de dire, d'une grande hypocrisie de la part des personnages et de la classe sociale que Dostoïevski dépeint dans son œuvre, et notamment de l'usage de la manipulation pour arriver à ses fins. Et ce n'est pas la seule œuvre qui en parle, comme beaucoup d'œuvres du XIXe siècle l'ont fait également. Cependant, bien que le bien ne l'emporte jamais dans le roman, la bonté du prince surprend et interroge. Car comment peut-on, dans un tel univers de rivalité, de manipulation, d'égocentrisme et d'intérêt, comment peut-on être foncièrement bon, être désintéressé et chercher à faire le bien? Pourquoi? Pour les personnages, en fait, il y a forcément, un tel comportement cache forcément un intérêt à la clé. Une volonté de faire quelque chose de spécial et dans l'intérêt du prince Myshkin, car ils ne comprennent pas pourquoi autrement il aurait un tel comportement. Car une telle bonté ne peut donc pas être dénuée d'intérêt. Cet intérêt serait donc dissimulé. Et pourtant, eh bien, si le prince Myshkin est dénué d'intérêt, et c'est bien cela qui va faire que les personnages, dans l'incompréhension, vont mettre à jour leurs propres vices. Et pour essayer de percer le prince, vont se retrouver à agir de manière parfois cruelle avec lui. On peut voir dans cette œuvre que chaque personnage est bien particulier, en fait. Et une explication détaillée du roman demanderait beaucoup de très longues minutes, une vidéo très longue, que donc, comme je vous ai dit, je ne ferai pas. Je vous invite donc, si tout ce que j'ai pu vous dire jusque-là vous a intéressé, à le lire par vous-même pour vous en faire votre propre idée. En ce qui me concerne, ce livre m'a globalement plu, même si je trouvais qu'il y avait beaucoup de longueur à mon goût, et quand on voit l'épaisseur de ce livre, c'était presque inévitable, hein. Donc voilà, ce n'est pas un jugement trop lourd que je mets sur ces longueurs, mais moi ce sont des choses qui me déplaisent généralement dans les romans que je lis. Cependant, j'en garde un souvenir assez précis, et à y penser, ce livre me donne une nostalgie de l'été dernier, car c'est l'été dernier que je l'ai lu. Et en fait, cet été fut ponctué par cette lecture, car je l'ai lu tout le long de l'été, lentement donc. Donc je ne vous ferai pas de lecture de passage, car il faut que je passe à autre chose. La seule petite précision que je pourrais vous donner, si je puis me permettre, c'est que donc je l'ai dans les éditions Livres de Poche, et qui est traduite par G.G. Harout, je ne sais pas qui c'est, et en fait, je pense que ce n'est pas la meilleure traduction qui existe de l'œuvre, et que j'aurais préféré lire une traduction de André Markovitch. Voilà, donc je sais que André Markovitch est le traducteur pour Dostoïevski, hein, et pour
les 3 quarts des œuvres russes en tout cas, des éditions Babel. Donc je vous conseille ce traducteur et donc je vous conseille les éditions Babel, même si elles sont sensiblement plus chères. Quoique celui-là a coûté 8,10 €, donc je pense que les éditions Babel, ça va s'élever peut-être à 3 ou 4 € en plus, mais pas beaucoup plus. Voilà, donc maintenant que nous en avons terminé avec ce roman, je vous propose de passer à une présentation brève mais efficace, comme on dit, de toutes les œuvres que j'ai lues entre-temps pendant ma longue absence de 10 mois. Alors, nous allons tout d'abord commencer par le dialogue du Chapon et de la Poularde, que j'ai lu également pendant les vacances d'été, donc de Voltaire. Voilà, vous pouvez le voir ici. Donc, ce très petit livre est un dialogue court et amusant qui nous fait réfléchir en fait, selon moi, à un sujet très actuel qui est donc les tueries de masse organisées pour produire une viande grandement distribuée et peut-être trop consommée. Voilà, donc agréable, petite lecture. Voilà. Ensuite, j'ai lu Indignation de Philippe Roth. Ce livre retrace le parcours d'un étudiant, en fait, désireux d'apprendre, donc avide de savoir et très travailleur dans ses études, venant d'une famille juive plutôt modeste. Et en fait, son père devient, au début du roman, complètement paranoïaque et a constamment peur pour son fils et le flic complètement au final. Il n'en peut plus et donc il part étudier plus loin en Amérique. Et donc lui, l'étudiant en question, le narrateur, donc oui le narrateur parce que c'est écrit à la première personne du singulier, va être le spectateur en fait des dérives des étudiants américains aisés dans l'université dans laquelle il va se trouver. Et tout ça sur un fond de guerre de Corée qui en fait, on le découvre, et on le découvre au début, donc je ne spoil personne, est la raison première de la paranoïa du père du narrateur. Voilà, donc plutôt bon livre aussi, facile à lire, je vous le conseille. Ensuite, j'ai lu Charlotte de David Fuenquinos. Donc Charlotte retrace en fait la vie d'une artiste juive qui a vécu en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, dans ce livre, on constate en fait que c'est une existence, donc l'existence de Charlotte, maudite en fait, et marquée par le suicide. Et le récit oscille entre la description et l'avancée qu'on fait dans le récit de la vie de Charlotte et de son évolution, et également l'auteur lui-même, donc David Fuenquinos, qui recherche des éléments pour écrire cette biographie de Charlotte, donc Charlotte Salomon, qui est une peintre qui a réellement existé. Et si vous êtes curieux, je vous invite à aller voir les peintures qu'elle a pu produire. Voilà, donc j'ai adoré ce livre, excellente lecture, qui est très spéciale, comme vous pouvez le voir, en fait c'est une phrase par ligne, c'est très court, donc c'est en même temps haché et en même temps très fluide en fait. Voilà, donc je vous le conseille. Ensuite, j'ai lu La Curée de Zola, je l'ai fini la semaine dernière en fait, donc ça n'a aucune chronologie entre les lectures que j'ai pu effectuer. Je l'ai terminé la semaine dernière et en fait c'est un roman sur la transformation de Paris au XIXe siècle par l'architecte Haussmann. Et c'était également la peinture de la déchéance d'une femme noyée dans le luxe. Donc, comment s'appelle-t-elle déjà ? Renée Saccard, qui est l'épouse d'Aristide Saccard, qui est en fait Aristide Rougon. Et donc c'est la déchéance d'une femme noyée dans le luxe. C'est également la peinture d'un homme à l'avidité énorme et sans aucune scrupule, donc Aristide Saccard, initialement Aristide Rougon, et du fils d'Aristide Saccard, Maxime, qui est en fait la représentation du petit crevé, entre guillemets, c'est-à-dire un être mi-homme, mi-femme, qui vit en fait de la richesse de ses parents et s'abandonne donc au batifolage constant. Donc j'ai bien aimé, mais c'est le premier Zola que je lis, notamment des Rougon-Macquart,
que j'aime moyennement au final. Il y a un vocabulaire de la finance assez rébarbatif quand on n'aime pas trop ça, et moi c'est mon cas. Et je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait une intrigue principale comme dans tous les romans des Rougon-Macquart, mais au final assez peu de rebondissements, j'ai envie de dire. Voilà, donc je l'ai beaucoup aimé, enfin je l'ai bien aimé, mais je ne l'ai pas beaucoup aimé, justement. Bon, ça reste une bonne lecture, mais j'ai été quelque peu déçue. Voilà. Ensuite, pour continuer sur la lignée des Zola, j'ai lu La Conquête de Plassans, que j'ai lu il y a quelques mois déjà. Donc La Conquête de Plassans est en fait la peinture d'un clergé manipulateur, faux et au service du gouvernement, et ça c'est très important car Zola montre dans son livre que le clergé n'est pas simplement la représentation de la religion dans tout ce qu'elle a de plus pur et de plus saint, qu'elle peut également être au service de l'État et donc totalement intéressée. Et en l'occurrence, dans le cas de l'abbé Phobias, dans ce roman, mu d'une volonté de conquête. Voilà, donc très bon roman, excellent. Sur le coup, j'ai adoré. Je l'ai dévoré, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pas vraiment le temps de vous dévoiler l'intrigue de tous les livres que je vous présente, car il y en a vraiment beaucoup. Mais pour faire court, c'est l'abbé Phobias qui arrive à Plassans et qui, par le biais des femmes, va essayer de s'élever au maximum dans, dans les classes religieuses et va se révéler être un véritable manipulateur et la source de beaucoup d'ennuis pour la famille, en l'occurrence, je crois que c'est des Rougon dans ce livre-là, la famille Rougon chez qui il va être accueilli. Voilà, donc bon, bah, si vous aimez Zola, je vous le conseille, hein, voilà. Ensuite, Léonce et Léna, une très courte pièce de Georges Buchner, vraiment très courte et très amusante, qui représente en fait des personnages en proie, à un monde d'automates et également en proie à un réel dégoût de vivre. Donc c'est tout de même une comédie, mais une comédie du pouvoir, totalement désenchantée, et une représentation, si je puis dire ainsi, telle quelle, de que ceux qui gouvernent voudraient faire prendre pour la réalité. Donc j'ai un peu de mal à vous la décrire. Je vous conseille de la lire parce que c'est très court et moi j'ai trouvé ça très drôle, malgré le fait que le propos du livre ne soit pas si drôle que ça. Voilà, donc je vous le conseille, c'est aux éditions L'Arche. J'ai un peu honte, mais je l'ai acheté sur Amazon parce que je ne savais pas vraiment où trouver ces éditions-là. Voilà. Ensuite, je vous présente Le Moine de... Il y a un reflet là, c'est agaçant. Je ne sais pas trop d'où ça vient. Le Moine de Matthew Gregory Lewis, qui est un roman phare, le roman phare de l'esthétique gothique, donc en Angleterre, et qui est également le précurseur du genre. Cette œuvre nous parle donc des dérives d'une existence trop stricte, de l'enfermement trop catégorique dans la religion, qui rend en fait le moine faible, et donc à la manière de Claude Frollo, je trouve, est rendu lui-même fou par le péché, et ainsi en proie aux démons. Donc voilà, quand j'ai raconté l'histoire à certains de mes amis, ils m'ont dit « Mon Dieu, mais c'est un roman hérétique !» Et au final, je leur disais « Mais non !» Et puis, finalement, une fois que j'ai terminé, je me dis « Peut-être bien !» Si vous l'avez lu, j'attends. Je vous invite à mettre en commentaire votre avis sur la question. Voilà, merci d'avance. Ensuite, j'ai lu Ce fou de Platonov de Tchekhov. J'ai également lu Le Sauvage, mais Le Sauvage... Bon, je vais vous en parler rapidement. Donc, Ce fou de Platonov, je l'ai vu au théâtre et j'ai parlé de cette pièce-là dans mon dossier de théâtre pour le baccalauréat. Et donc, je pense que je peux bien vous en parler. Je trouve en tout cas que c'est une remarquable peinture d'un désarroi intellectuel, religieux, moral et politique de la Russie du 19e siècle. Une fois de plus, donc.
C'est également la peinture de l'ennui et de la quête de la vibration qui viendrait rompre la routine du quotidien. Cette œuvre nous parle également de l'amour, du pouvoir de l'argent et du désespoir. Il y a donc l'expression d'un certain désir fou de vivre au sein d'une société dans laquelle on est perdu dans cette pièce de théâtre. Platonov fuit la réalité en fait, et rêve sa vie plutôt que de la vivre. Donc moi j'aime pas trop lire du Tchekhov. J'ai bien aimé la pièce, je l'ai trouvée très intéressante et j'ai beaucoup apprécié de la lire. Mais le théâtre de la voir, pardon, excusez-moi, pas la lire. Le théâtre de Tchekhov, moi j'ai du mal à le lire parce que je m'ennuie en fait. Et bon, ça nous parle de l'ennui, donc peut-être qu'au final c'est normal. Mais je m'ennuie et j'ai du mal vraiment à m'accrocher. Et au final, je me rends compte que je survole plus que je ne lis. Donc bon, moi je trouve pas que c'est très positif. Et de tous les gens que j'ai pu rencontrer qui ont lu du Tchekhov, c'est souvent tout le temps pareil, on s'ennuie. Alors je ne remets absolument pas en compte le génie de cet auteur. Mais voilà, en fait je pense que l'intérêt de ces pièces, ce n'est pas de les lire, c'est plutôt de les voir. Donc bon, voilà, si vous avez lu du Tchekhov et que vous n'êtes pas d'accord, je vous invite également à laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de discuter de ça avec vous. Voilà. Ensuite, j'ai lu une œuvre que j'aime beaucoup et dont je vais avoir beaucoup de mal à vous parler, mais que je suis vraiment très contente, dont je suis très contente de vous parler. Il s'agit d'Orlando de Virginia Woolf. Alors, en fait, c'est une lecture que je juge extrêmement difficile. J'ai donc beaucoup de mal à vous en parler et je pense que mon explication va vraiment être très sommaire et lacunaire. Donc moi, ce que j'ai particulièrement retenu, c'est donc évidemment le changement d'Orlando homme en Orlando femme, qui est un personnage qui survit au siècle, donc qui naît au XVIe siècle et se retrouve à la fin au XXe siècle avec seulement une vingtaine d'années, je crois. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans le personnage d'Orlando, et donc d'Orlando femme en l'occurrence, c'est le fait que elle, on va dire elle, hein, se retrouve finalement à être dans le rejet de la société dans laquelle elle vivait et qui faisait son quotidien. Donc en fait, elle nous apparaît comme faisant partie de la noblesse du XVIe siècle, et elle garde son statut de noblesse. Enfin, au début c'est il, mais à la fin c'est elle, donc je dis elle, mais qu'on soit bien clair, au début c'est un homme, ensuite c'est une femme. Elle garde son statut de noblesse tout au long du roman, mais elle finit... Moi j'ai trouvé qu'elle finissait en fait par être insatisfaite, et il y a notamment une espèce de critique des artistes superficielle et vide au final, et elle est assez insatisfaite du monde dans lequel elle vit, et elle aspire à mieux, mais pas comme Madame Bovary aspire à mieux en fait. Elle aspire à un mieux qui existe réellement. Enfin, c'est l'impression que me donne Virginia Woolf quand elle écrit ce roman en tout cas. Et elle finit par partir avec... c'est des nomades, des gens du voyage, des gitans, on va dire. Et elle tombe littéralement amoureuse de la nature, mais elle va également se faire rejeter par eux. Je vous laisse découvrir pourquoi. En fait, elle est tellement amoureuse de la nature que ça ne leur paraît plus naturel, pas naturel en fait, à ces gitans-là, d'aimer autant la nature. Donc moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, parce que, bon, moi, j'aime particulièrement la nature, la nature avec un grand N, hein. C'est un sujet dans la littérature, en tout cas, que j'affectionne beaucoup. Et j'ai vraiment beaucoup aimé retrouver ça. J'ai trouvé qu'il y avait des descriptions qui sonnaient un peu romantiques, du regard qu'avait Orlando sur des grandes vallées. J'ai beaucoup aimé cet aspect-là.
Et donc le roman en fait se termine dans un 19e siècle, pardon, un 19e, un 20e siècle, donc le siècle de Virginia Woolf, assez peu amène. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était vraiment très difficile, mais c'est très beau et en fait c'est le seul livre pour lequel j'ai vraiment très envie de vous faire des lectures parce que il y a énormément de thèmes abordés dans ce livre et j'ai retenu quelques longues citations pour certaines qui étaient assez représentatives de plusieurs thèmes évoqués et j'ai très envie de vous les lire, donc je vais vous en lire quelques-unes. Voilà, donc c'est les éditions Roman Stock, donc en l'occurrence page 90. Orlando se réveille d'un long somme d'une semaine, et là, Virginia Woolf nous fait une espèce de digression sur cette sieste-là. Un somme, soit. Mais alors, de quelle nature sont ces sommes? Voilà ce que nous ne pouvons nous empêcher de demander. Sont-ils des mesures de sauvegarde, des léthargies où les souvenirs les plus amers, les événements qui brisent à jamais une vie, balayés par une aile sombre, perdent soudain leur dureté, se dorent, prennent même les plus laids, même les plus vils, un certain lustre, une certaine incandescence? Faut-il que le doigt de la mort, de temps à autre, se pose sur le tumulte de la vie pour l'empêcher de nous foudroyer? Sommes-nous ainsi faits qu'il nous faille boire la mort à petite dose, quotidiennement, pour garder la force de vivre? Et dans ce cas, quels étranges pouvoirs sont ceux-là, qui fouillent jusqu'au plus secret de notre être, transmutent nos biens les plus précieux sans nul souci de notre assentiment? Orlando, épuisé par l'extrême de sa souffrance, mourut-il pour une semaine et ressuscita-t-il ensuite? Et s'il en est ainsi, de quelle nature est la mort et de quelle nature est la vie? Voilà. Donc j'aime beaucoup cette petite digression-là, je la trouve jolie, une réflexion, une fois de plus, sur la vie et la mort, bon, une réflexion qu'on retrouve souvent dans la littérature, mais abordée sous un point assez original, je trouve, et qui donne de l'intérêt. Ensuite, donc là, il y a, je trouve, une très très intéressante manière d'aborder l'écriture, donc qui concerne particulièrement Virginia Woolf, qui est elle-même écrivain. L'écriture est désignée comme l'autre fléau, celui qui se tapit au fond de l'encrier et purule au bout de la plume. Le malheureux est pris de la rage d'écrire. C'est un mal assez affligeant déjà, pour le misérable qui n'a rien à lui que sa chaise et sa table branlante, sous un toit crevassé. Mais, après tout, celui-là n'a guère à perdre. Le destin, par contre, d'un homme riche qui possède des maisons, du bétail, des servantes, des ânes et du linge, et qui pourtant écrit des livres, est vraiment à faire pitié. La saveur de ses biens lui devient étrangère. Il est piqué de pointes rougies, la vermine le ronge. Il donnerait jusqu'à son dernier sou, telle est la malignité de ce miasme, pour écrire un seul petit livre et illustrer son nom. Mais en vain. Tout l'or du Pérou ne saurait acheter pour lui le trésor d'un vers bien tourné. Il languit donc, il s'étiole, il se fait sauter la cervelle, le visage contre le mur. Peu lui importe dans quelle attitude on le trouve. Il a passé les grilles de la mort, connu les flammes de l'enfer. Voilà. Donc, c'est une approche assez pessimiste de l'écriture. Alors, je trouve que, là, on n'a pas le temps, mais je trouve que ça serait intéressant de se pencher là-dessus. Voilà. Ensuite, non, là, il n'y en a pas. Après, bon, ce sont des plus petites, parce que là, je vois que le temps file. Donc voilà, après, ce sont pas surtout des tournures de phrases que j'ai bien aimées. En l'occurrence, là, je pense que ça parle des femmes. Alors, attendez. Ces ténèbres d'erreur qui séparent les sexes, cette zone d'obscurité où flottent tant de choses troubles, s'illuminait enfin, et, s'il faut en croire le poète unissant le beau et le vrai, la tendresse d'Orlando dut gagner en beauté ce qu'elle perdit en mensonge. Voilà, en l'occurrence, je pense que c'est juste que j'ai beaucoup aimé la tournure de la phrase. Et donc là, je sais que ça parle de la condition féminine, et là, c'est très intéressant.
Orlando, donc. Seigneur, pensa-t-elle en levant les pinces à sucre, comme les femmes des siècles futurs m'envieront. Et pourtant. Elle s'arrêta, car il fallait s'occuper de Mr. Pop. Et pourtant, complétons sa pensée, lorsque quelqu'un dit « comme les siècles futurs m'envieront », on peut être sûr qu'il se sent tout à fait mal à l'aise dans le présent. Bon, au final, non. J'ai pas dû souligner ces phrases qui parlaient de la condition féminine, mais je me rappelle qu'il y a une critique de la condition féminine au XXe siècle. Bon, je m'attarde pas plus longtemps, parce que sinon ça va durer une éternité. Excellent roman que j'ai beaucoup aimé et que je vous conseille si jamais vous aimez les défis littéraires. On passe à L'étudiant étranger, qui relate l'histoire d'un étudiant français venu étudier en Amérique, mais qui demeure un étudiant étranger, aux yeux de tous en tout cas. Et c'est une histoire doublée du regard d'un spectateur sur les divisions raciales en Amérique, donc entre les noirs et les blancs. Voilà. Lecture sympa. Mais moi j'ai trouvé que ça faisait un peu vu et revu, en tout cas. Ensuite, donc, comme vous le savez sûrement, j'étais en terminale, j'ai donc étudié les mains libres pendant mes cours de littérature, qui est un recueil de dessins-poèmes. Donc là, par exemple, j'ouvre une page au hasard, voilà. Qui aborde une multitude de thèmes intéressants, dont les mains créatrices et libres d'entreprendre. Mais bon, moi j'ai pas aimé, mais je reconnais qu'il y a des thèmes intéressants. Voilà, ensuite j'ai lu Victor ou les enfants au pouvoir, qui relate, c'est une pièce de théâtre, qui parle d'un jeune garçon de 9 ans qui va révéler les vices des adultes. Donc c'est une pièce surréaliste qui a beaucoup gêné ma compréhension. Donc j'ai pas grand chose à vous dire là-dessus. Si certains l'ont lu et peuvent m'éclairer, je vous en serais très reconnaissant de me laisser un petit commentaire. Voilà. Et pour finir, je vous présente La première gorgée de bière, qui est un recueil de poèmes en prose dépeignant les plaisirs minuscules, donc comme l'indique le sous-titre, La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, et des plaisirs donc minuscules et simples de notre quotidien, qui est très agréable et très dépaysante comme lecture. Voilà, donc je vous ai présenté les lectures que j'ai effectuées pendant tout ce temps d'absence. J'ai effectué également, hop, ils sont juste là. Ouh, c'est lourd. Je vous les présente. Ouh là là. Wow. Les principaux classiques de Shakespeare. Donc voilà, je les ai lus parce que Le Monde avait lancé une très belle collection d'éditions, donc qui parle en fait, qui représente les traductions de François-Victor Hugo, donc le fils de Victor Hugo. Donc j'aimais beaucoup la couverture, c'était des belles éditions, et comme je suis férue de très belles éditions, d'ailleurs je vous ferai peut-être une vidéo un de ces jours pour vous montrer tous les beaux livres que j'ai, qui représentent pour moi une collection qui me tient beaucoup à cœur. Voilà, je me suis dit, j'avais jamais lu de Shakespeare, c'était l'occasion. Alors j'ai lu, oulala, c'est lourd, excusez-moi, j'ai lu Hamlet, Macbeth et le roi Jean, Antoine et Cléopâtre, Roméo et Juliette, Le songe d'une nuit d'été, La tempête, Coriolan, et là j'ai fait une grosse pause parce que j'en suis venue à saturer à un moment. Je suis en train de finir Le Roi Lear et je suis très très triste parce que j'ai loupé Othello, qui était le dernier que j'avais envie d'avoir dans cette collection. Donc je n'ai pas Othello, je suis très triste. Mais bon, c'est la vie, me direz-vous. Voilà, donc j'ai découvert Shakespeare, qui est un auteur que j'aime beaucoup, même si certaines pièces m'ont franchement quelque peu ennuyée, je dois l'avouer. Si jamais vous souhaitez une vidéo consacrée à ces pièces-là, n'hésitez pas à me le dire, à me laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de l'effectuer. Voilà, donc je vous ai présenté toutes les lectures que j'ai effectuées durant ces 10 mois d'absence. Je m'excuse une fois de plus d'ailleurs. Et voilà, cette vidéo s'achève. Et je pense que la prochaine vidéo que je ferai, donc incessamment sous peu cette fois, vu que ce n'est pas une vidéo compliquée, c'est un... Bon, j'ai vu sur YouTube qu'on appelait ça un haul. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire haul, mais bon, je vais essayer de m'inscrire dans
vocabulaire spécifique de Booktube, comme on dit. Donc j'aimerais beaucoup vous faire un haul sur les livres contemporains que j'ai dans ma pile de livres à lire. Vu que je vous ai précisé dans la vidéo précédente que je ne lisais presque que des classiques et que c'était ce que je préférais, j'ai quand même quelques contemporains et j'aimerais beaucoup vous faire donc un haul, vous présenter en gros tous ces livres de littérature contemporaine que j'ai et que je vais lire. Voilà, donc je m'excuse une fois de plus pour cette longue attente et donc je vous promets cette vidéo haul dans pas longtemps vu que c'est quand même une vidéo pas très difficile à faire et je vous dis donc à bientôt et au revoir, bisous.